Fidélité à la chaîne mère, il est 13h à Bamako, la même heure à Ansongo et à Labezanga dans la région de Gao. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition, la deuxième de Mali Actualité, au micro Fatou Djabi. Et Bourama Traoré pour vous livrer le duo du jeudi dont voici les titres. Une riposte sanitaire s'organise à Bamako contre les épidémies en Afrique. 5 pays du continent lancent un nouveau projet de recherche clinique et génomique sur les arbovirus. Dans le même registre, le Mali consacre un mois à la célébration de la Journée mondiale de la santé. L'objectif est de rapprocher les services sanitaires du public. Les activités ont été lancées ce matin au stade Mamadou Konaté. Les Somaliens votent demain pour l'élection présidentielle. Un peu plus de 256 000 électeurs doivent choisir entre le président sortant Ismaël Oumar Guelleh et Mohamed Farah Samatar, ancien membre du parti au pouvoir. Madagascar décrète l'état d'urgence énergétique pour 15 jours. Le gouvernement justifie cette mesure par une crise profonde liée au dysfonctionnement dans l'approvisionnement en énergie à travers le pays. Le Liban décrète un deuil national en hommage aux 200 victimes des bombardements israéliens. La Chine appelle au respect de la souveraineté et de la sécurité du pays. La deuxième édition du Grand Prix cycliste de l'ERTM sera courue le samedi prochain. Une édition placée cette année sous le thème « Pédaler pour la paix et l'unité » sur le continent. Le président de la CAF était hier à Dakar pour apporter son soutien aux dirigeants du football sénégalais. La chronique judiciaire nous amène à la découverte du Conseil fiscal qui joue un rôle clé dans l'économie nationale. Il accompagne notamment l'État et les collectivités dans la mobilisation des recettes fiscales. Voilà pour le sommaire. Nous sommes jeudi 9 avril. Mesdames et messieurs, en vous espérant en santé, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer. Je le disais au sommaire, mettre l'expertise africaine au cœur de la sécurité sanitaire régionale. C'est l'ambition d'un nouveau projet lancé à Bamako. Il est intitulé « Renforcement des capacités de recherche clinique et génomique sur les arbovirus ». Oui, pour le lancement de ce projet, les chercheurs sont venus de 5 pays africains. Un projet de 5 ans qui sera mis en œuvre dans chaque pays. La volonté commune est de renforcer la coopération scientifique régionale contre les épidémies. Awa Adama Koulibaly nous en parle. De la dengue au monkeypox, en passant par la fièvre jaune et le Zika, en février 2025, l'Afrique faisait face à plus d'une vingtaine d'épidémies. Pourtant, selon les spécialistes, sa contribution ne représente qu'à peine 2% de la production scientifique mondiale en santé, alors qu'elle abrite 17% de la population mondiale. Un déséquilibre qui interroge et qui appelle à une réponse. C'est dans ce contexte qu'est lancé le projet SCGRA, dédié au renforcement des capacités de recherche clinique et génomique sur les arbovirus. Professeur Seydou Doumbia, président du consortium ouest-africain pour la recherche clinique. Il fallait renforcer les capacités en termes de ressources humaines capables de mener la recherche avant même que les épidémies ne se déclarent. Ce ne sont pas des maladies qui sont très connues en Afrique, et particulièrement en Afrique de l'Ouest. Mais nous avons constaté que ces maladies commencent à s'installer. Et les outils que nous avons développés avec nos partenaires nous permettent aujourd'hui de pouvoir détecter plus de 200 types de ces virus. Réunis en conclave, des chercheurs venus de 5 pays, la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire et le Mali, entendent mutualiser leurs compétences et renforcer la coopération scientifique régionale. Professeur Seydou Doumbia. C'est un projet de 5 ans. Dans chaque pays, nous travaillons avec les hôpitaux, mais aussi avec les centres de santé communautaires pour permettre aux médecins de pouvoir faire les diagnostics correctement en tenant compte des autres maladies avec lesquelles ces maladies se confondent, comme le paludisme.
Idrissa Kantao, représentant du ministère chargé de la recherche scientifique. Il s'agit d'un projet stratégique, ambitieux et visionnaire qui contribuera à renforcer la souveraineté scientifique de notre pays et de la sous-région. Au-delà de la surveillance, le projet prévoit des actions concrètes. L'octroi d'une 50aine de bourses de recherche, des échanges interinstitutionnels, ainsi qu'une 15aine de subventions catalysateurs pour soutenir des projets innovants sur les arbovirus. Nous restons dans les mêmes domaines pour parler de la célébration ce jeudi en différé de la Journée mondiale de la santé. Cette année, les autorités sanitaires ont décidé de consacrer tout un mois à cette activité. Et pendant ce mois, plusieurs actions seront menées, notamment des campagnes de sensibilisation et des opérations de dépistage de différentes maladies. Le lancement officiel de ces activités a eu lieu ce matin au stade Mamadou Konaté, mais elles ont été détaillées hier au cours d'une conférence de presse suivie par Soumou Aïdara. La santé s'invite au cœur des préoccupations. À l'occasion de la Journée mondiale de la santé célébrée le 7 avril de chaque année, le Mali a décidé de ne pas se limiter à une seule journée d'activité. Les autorités sanitaires, avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, consacrent cette année tout un mois à la promotion de la santé et à la prévention des maladies à travers 4 semaines thématiques. Dr Abdoulaye Guindo, secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social. La première semaine est dédiée aux maladies non transmissibles, donc qui est le 7 au 12 avril. Les maladies non transmissibles, comme vous le savez aujourd'hui, est devenu un véritable problème de santé publique qui a totalement changé un tout petit peu la donne en matière même de santé publique. Et deuxièmement, une seule santé, le One Health, comme vous le savez, le profil épidémiologique a totalement changé. Nous sommes en face, bien entendu, aujourd'hui des endémies dévastateurs. Et troisième semaine est liée aux maladies transmissibles. Nous avons toujours le paludisme qui est un véritable problème de santé publique et d'autres maladies qui vont développer. Et quatrième semaine, ça c'est le financement dédié sciences et santé et financement de la santé. Plusieurs activités de dépistage de différentes pathologies seront organisées. Dr Cheikh Amadou Traoré, directeur général de la santé. Il est prévu une activité sportive et cette activité sportive concerne tout le monde. C'est pour dire qu'à travers le sport, on peut magnifier notre santé et aussi être accompagné d'activités de dépistage. Et les maladies concernées sont le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein, l'hypertension artérielle, le diabète, la tuberculose, les hépatites B et C qui sont aussi foudroyantes. Nous allons aussi continuer les activités avec nos structures déconcentrées à l'intérieur de Bamako par des activités de dépistage, des activités de communication et des activités de sensibilisation. Placé sous les thèmes « Unissons-nous pour la santé et soutenons la science », ce mois vise à rappeler l'importance de l'accès aux soins pour tous et à encourager les populations à adopter des comportements favorables à la santé. 13h passées de 8 minutes, intéressons-nous à présent à ce qui fait la une hors de nos frontières. En Côte d'Ivoire, le PDCI fête ce jeudi ses 80 ans. Il a été fondé par l'ancien président Félix Houphouët-Boigny le 9 avril 1946. Le parti entend célébrer son anniversaire à travers plusieurs activités, notamment une conférence inaugurale ce jeudi et un rassemblement populaire à Yamoussoukro le samedi prochain. En attendant, au Nigeria, des attaques des groupes terroristes font plus de 50 morts dans le nord-ouest du pays, selon des sources religieuses locales. Les autorités nigérianes attribuent ces rats de meurtriers à un groupe de bandits connu sous le nom de Mahamouda, allié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Les assaillants ont incendié des églises, des habitations ainsi que du bétail et des réserves alimentaires. Le Nigeria subit ces attaques meurtrières au moment où le nouvel ambassadeur américain Léo Brent Bozell prend officiellement ses fonctions en Afrique du Sud. C'était hier lors d'une cérémonie à Pretoria aux côtés d'une vingtaine d'autres diplomates. Si le diplomate américain vient de remettre ses lettres de créance au président Cyril Ramaphosa, il est déjà dans le pays depuis 2 mois. Occasion pour le chef de l'État sud-africain de rappeler l'importance pour les diplomates de respecter leur pays hôte. Brahma Traoré. Oui, pendant ce temps en Gambie, le ministère de la Justice désigne le procureur spécial en charge de poursuivre des crimes commis sous le régime de l'ex-président Yahya Jammeh. Il s'agit de l'avocat britannique Martin Hackett qui aura la tâche de rendre justice 2 ans après l'adoption d'une loi visant à créer un bureau pour suivre ses affaires. Il devra présenter chaque année ses avancées au président de la
la République, à l'Assemblée nationale, à la CEDEAO et au procureur général. De la justice à la politique, rendons-nous en Somalie où un peu plus de 256 000 personnes votent demain vendredi pour l'élection présidentielle. Face au président sortant Ismaël Omar Guelleh, Mohamed Farah Samatar, ancien membre du parti au pouvoir et chef du Centre démocratique unifié. Le président Ismaël Omar Guelleh devrait remporter sans surprise cette élection, de quoi prolonger son règne de 27 ans sur ce petit pays de la Corne de l'Afrique d'environ 1 million d'habitants. Avant de connaître le verdict des urnes en Somalie, Madagascar décrète l'état d'urgence énergétique. La décision a été prise mardi à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire. Le gouvernement justifie cette mesure par une crise profonde liée au dysfonctionnement dans l'approvisionnement en énergie à travers le pays. Un état d'urgence énergétique pour l'ensemble du territoire pour 15 jours renouvelable. En cause, la guerre au Moyen-Orient. Une situation qui entraînerait, selon un communiqué du gouvernement, des perturbations dans la vie quotidienne, l'économie ainsi que dans le fonctionnement des services publics. Un autre pays qui connaît une situation énergétique difficile, c'est Cuba qui est en manque cruel de pétrole. L'embargo des États-Unis qui dure depuis 6 décennies a été renforcé par un blocus pétrolier instauré en janvier. Même l'ONU n'a pas assez de combustible pour distribuer l'aide humanitaire sur place. Face à cette situation, l'organisation s'apprête à importer elle-même du carburant à Cuba. Environ 20% des Cubains dépendent de l'aide humanitaire des Nations Unies. L'ONU tente de réunir un budget de 7,5 millions de dollars pour importer du carburant sur l'île, une première dans son histoire à Cuba. Au même moment, la Chine appelle au respect de la souveraineté et de la sécurité du Liban. Un appel lancé ce jeudi par Pékin après des bombardements israéliens meurtriers la veille qui ont fait, selon les autorités libanaises, 200 morts et 890 blessés. La Chine invite les parties concernées à faire preuve de calme et de retenue et à œuvrer à une désescalade de la situation dans la région. C'est ce qu'a déclaré devant la presse une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Retour ici à Bamako où se tiennent les 56e et 57e sessions du conseil d'administration de l'Office du Niger. Sur la table des administrateurs, les objectifs de la campagne agricole 2026-2027. Pour cette campagne, l'Office table sur une production de plus de 900 000 tonnes de riz paddy. Pour atteindre ces objectifs, l'Office du Niger se dote d'un budget de plus de 25 milliards de francs CFA pour l'exercice 2026. Ali Joumatina était à l'ouverture de ces sessions pour Mali Actualité. D'abord, s'agissant de la 56e session, elle a été consacrée à l'examen de plusieurs rapports, dont celui portant sur la gestion de la campagne agricole 2024. Dr Samba Boukari Tunkara, PDG de l'Office du Niger. La campagne agricole 2024-2025 s'est déroulée dans un contexte marqué par la persistance de poches d'insécurité qui ont entravé la mise en œuvre des activités agricoles, mais également, c'est une chance, une pluviométrie de l'hivernage 2024 qui a été excédentaire en zone office du Niger avec une bonne répartition dans le temps et dans l'espace. Ainsi, la superficie totale réalisée a été de 131 950 hectares sur une prévision de 142 276 hectares. En ce qui concerne la 57e session, elle a été l'occasion pour les participants d'approfondir des réflexions et de statuer sur les documents bilan de la campagne 2024-2025 et de programmation de l'exercice 2026-2027 déjà en cours et marqué par la persistance de certains problèmes, notamment l'insécurité. Dr Samba Boukari Tunkara, PDG de l'Office du Niger. La campagne agricole 2026-2027, son objectif global est de renforcer la contribution de l'Office du Niger à l'atteinte de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle du Mali à travers la production de 926 878 tonnes de riz paddy avec un rendement moyen de 6,5 tonnes à l'hectare et une superficie à mettre en valeur de 142 542 hectares. 395 156 tonnes de produits maraîchers, toutes spéculations confondues, avec une prévision de superficie de 16 078 hectares. 111 898 tonnes de produits de diversification, toutes spéculations confondues, avec une superficie emblavée de 6 145 hectares. Le projet de budget de l'exercice 2026 est équilibré en emploi et en ressources à 25 411 615 378 francs CFA contre 28 389 910 393 francs CFA
en 2025, soit une diminution de 10,49%. Le nouveau PDG de l'Office, le docteur Tunkara, lors de la session, a décliné les grands axes de sa feuille de route qui s'articulent autour de la rigueur, de l'excellence opérationnelle, la souveraineté par le résultat. Autre structure qui se soumet à l'évaluation, c'est le comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement de Bougouni. Les membres du comité font le bilan des activités réalisées et identifient les défis à relever. Oui, parmi les défis à relever, l'insuffisance des ressources financières pour la mise en œuvre des sous-projets et l'extension de la mairie de la commune urbaine de Bougouni. De la capitale de Bani Mounoutié, une correspondance de Abdul Karim Kounaté. À l'occasion de la première session du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROCSAD, les participants ont dans un premier temps procédé à l'examen des réalisations de l'année écoulée avant de se projeter sur les perspectives pour l'année 2026. Youssouf Kanouté, directeur régional du plan. La première session du CROCSAD a porté sur de la gouvernance des collectivités, de la mobilisation des ressources et des sous-projets soumis au financement FENACT. Zoumana Sangaré, maire de la commune rurale de Tchemala Bani Mounoutié. Les dossiers de développement que nous avons soumis vraiment au CROCSAD, parmi ces dossiers-là, nous avons l'extension de notre mairie qui va être composée de salles de réunion bien équipées et également aussi une salle d'archivage. Les travaux de cette première session ont notamment porté sur l'examen du rapport de synthèse du cadre d'échange des acteurs de l'eau, l'hygiène, l'assainissement ainsi que sur la recherche des solutions face aux difficultés de financement des sous-projets. Alpha Kamara, directeur de l'ANICT en charge des régions de Bougouni, Sigasso et Koutiala. En 2020, les crédits ont été ouverts à 100%, les collectivités ont fait des projets, ça a été exécuté à 100% et payé, mais les difficultés ont commencé à partir de 2021. 2021, il n'y a pas eu de décaissement. 2022, les crédits ont été gelés à hauteur de 85%. Maintenant, nous sommes là aujourd'hui, vraiment, comment trouver une solution à tout cela? Général de brigade Ousmane Ouélé, gouverneur de la région de Bougouni. La région de Bougouni regorge d'énormes potentialités, notamment dans les domaines agricoles, pastoral, minier et culturel. Toutefois, il reste confronté à des défis majeurs, parmi lesquels on peut citer, entre autres, l'insuffisance des infrastructures de base, les contraintes liées à l'accès aux services sociaux essentiels. Face à ces constats, la région de Bougouni organise cette première session ordinaire du CROCSAD au titre de l'année 2026. La première session du comité des actions de développement se révèle bien plus qu'une simple rencontre. Elle constitue un véritable cadre de coordination, de structuration et surtout d'évaluation des activités. Bougouni, Abdul Karim Kounaté, Alpha Maïga, Djibril Bagayogo pour l'ORTM. Dans l'actu des sports, le tirage au sort de la phase de groupe de la CAN des moins de 17 ans a eu lieu hier. Une compétition qui se tiendra du 13 mai au 2 juin 2026 au Maroc. Nous restons sur le continent où le président de la CAF, Patrice Motsepe, était hier à Dakar pour apporter son soutien aux dirigeants du football sénégalais. Hors du continent, les quarts de finale allés de la Ligue des champions d'Europe ont repris hier. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Abdul Karim Kaba. CAN des moins de 17 ans Maroc 2026, le tirage au sort de la phase de groupe a été effectué hier. Le Mali est dans le groupe C. Finaliste malheureux de la dernière édition, le Mali sera en compagnie de l'Angola, de la Tanzanie et du Mozambique. Juste après ce tirage, nous avons joint le sélectionneur des moins de 17 ans du Mali. Au micro de Mamoudou Dante, Demba Mamadou Traoré nous parle des chances du Mali dans ce groupe C. Il n'y a jamais de tirage facile. C'est à nous de se préparer en fonction. Le premier objectif d'abord, c'est de se qualifier pour la Coupe du Monde, sortir des phases de poule et essayer d'aller jusqu'au bout. On le prend avec beaucoup de lucidité. On va se serrer les ceintures, on va travailler dur par rapport à ça, Inch'Allah, pour atteindre nos objectifs. Je pense que ce sont des adversaires que nous connaissons un peu à travers les infos qu'on reçoit. Ensuite, à travers le service vidéo, je pense qu'on va travailler beaucoup, mais quand même, nous savons que c'est un football différent du nôtre, le football lusophone. Dans le groupe A, en plus du pays hôte, le Maroc, il y a l'Égypte, la Tunisie et l'Éthiopie. Le Cameroun, la RD Congo, la Côte d'Ivoire et l'Ouganda figurent dans le groupe B. Enfin, la poule D est composée de l'Algérie, le Sénégal, le Ghana et l'Afrique du Sud. La phase finale de la compétition se déroulera du 13 mai au 2 juin 2026 au Maroc. A noter que la CAN U17 permettra à 10 sélections africaines de se qualifier pour la Coupe du Monde de la catégorie prévue en novembre au Qatar.
Football toujours sur le plan national avec la Coupe du Mali. Les huitièmes de finale démarrent demain vendredi. Au stade Mamadou Konaté, l'AS Real de Bamako sera face à Yélé Olympique. Samedi, il y aura 3 matchs, notamment USFAS Espérance de Médine. Elodie FC de Kidal sera face au FC Diara. ASCO en découdra avec le stade malien de Bamako. Ce programme des huitièmes de finale se poursuivra dimanche pour prendre fin mercredi prochain. Par ailleurs, un match en retard de la 15e journée du championnat national de Ligue 1 professionnelle. Le stade malien de Bamako a battu hier 2-0 l'ASCO. Les bissadistes ont été marqués par Daouda Koulibaly à la 58e minute et Zoumana Sempara à la 90e minute. Basketball, démarré mardi, l'édition 2025-2026 du championnat national de Ligue 1 se poursuit dans la salle Mohamed Haïdara du 7-26 mars de Rimadjo. Hier, victoire sur tapis vert du CMK face à l'équipe Kokia en hommes. En dames, le CBD gagne 55-39 face au CBAT. Hors du continent football, Ligue des champions d'Europe, les quarts de finale allées se sont achevés hier. Au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain gagne 2-0 devant Liverpool. C'est par ce même score de 2-0 que le duel entre Espagnols a tourné à l'avantage de l'Atlético Madrid face au FC Barcelone. Déjà mardi, le Bayern Munich est allé battre le Real Madrid au Santiago Bernabéu 2-1. Arsenal en déplacement l'emporte aussi chez Sporting Lisbonne 1-0. Oui, Fatou Djabi, il faut dire que les quarts de finale allées de la Ligue des champions d'Europe ont plutôt pris fin hier. Effectivement, Brahma Traoré, merci. Et nous restons dans le domaine du sport pour signaler que le président de la Confédération africaine de football était hier à Dakar au Sénégal pour une visite officielle. Patrice Motsepe a déclaré qu'il se rendait dans la capitale sénégalaise pour apporter son soutien aux dirigeants du football sénégalais. Mais il s'est abstenu d'évoquer la décision controversée de la CAF qui a privé le Sénégal de son titre de champion d'Afrique le mois dernier. Il se dit également préoccupé par la perte de confiance dans les décisions des arbitres et des instances judiciaires de la CAF. Mais avant, le patron de la CAF avait rencontré le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Oui, toujours en sport, la FIFA a ouvert mardi une procédure disciplinaire à l'encontre de la Fédération espagnole de football en raison des chants anti-musulmans entonnés par des supporters espagnols lors des matchs contre l'Égypte la semaine dernière. Ces chants ont été condamnés par la star espagnole Lamine Yamal, le gouvernement espagnol et la Fédération espagnole de football elle-même. La police espagnole avait indiqué qu'elle enquêtait sur le comportement des supporters. Lamine Yamal, qui est musulman, a déclaré que les chants entonnés par certains supporters étaient irrespectueux et intolérables. Parlons toujours du sport. Sachez que l'ORTM et ses partenaires vous donnent rendez-vous le samedi prochain pour la 2e édition du Grand Prix cycliste. Une édition placée cette année sous le thème « Pédaler pour la paix et l'unité » Fatou Djabi. Oui, Brahma Traoré, dans le cadre de ce grand rendez-vous du volet, la leçon du sport de ce jeudi nous amène à la découverte du critérium en cyclisme. Une course sur route est organisée sur un circuit court et répétitif. Plus de détails avec Isaac Thion. Le critérium est une compétition de cyclisme à un circuit fermé et relativement facile à organiser. Cette forme de compétition obéit à des principes, nous dit Adama Diallo, directeur technique national de la Fédération malienne du cyclisme. C'est une course sur route d'un jour en circuit fermé. Et généralement, les circuits varient entre 800 mètres et 10 km et en milieu urbain. C'est une compétition très intense, le plus souvent rapide, intense, dynamique et qui rapproche les coureurs généralement aux spectateurs. Conçu pour le spectacle, les coureurs ont le moyen de tester leur endurance, leur technique ou leur vitesse. Le critérium est caractéristique. Le format de la course, l'objectif de la course et l'ambiance de la course sont ces différents facteurs-là qui caractérisent le critérium. Le critérium est différent d'un tour cycliste, nous précise Adama Diallo. Le tour, ça c'est une compétition qui est disputée par étapes et étalée sur un certain nombre de jours. Donc c'est ce qui fait la différence entre ces deux compétitions. Le critérium reste un modèle apprécié pour sa proximité avec le public et sa capacité à mettre en valeur le coureur dans un cadre festif et accessible. Chronique judiciaire. Allez-y.
La chronique judiciaire s'intéresse au conseil fiscal qui joue un rôle clé dans l'économie nationale. Il accompagne l'État et les collectivités dans la mobilisation des recettes fiscales et aide les entreprises à accomplir leurs obligations. Mais comment les entreprises bénéficient de l'expertise du conseil fiscal? Quel est l'impact de cette institution sur les finances publiques? Les éléments de réponse avec Garibou Pirouf. À tort ou à raison, le conseil fiscal, comme d'autres intermédiaires fiscaux, est souvent perçu comme un acteur qui aide les entreprises à réduire leurs charges fiscales, voire à organiser l'évasion ou la fraude. Dans le même temps, il existe un autre discours, celui qui voit dans le conseil fiscal un véritable mobilisateur de recettes pour l'État et les collectivités. Philippe Damélé, secrétaire général de l'Ordre des conseils fiscaux, éclaire cet équivoque. Mobiliser le maximum de recettes fiscales pour assurer une certaine indépendance de l'État vis-à-vis de l'extérieur, et en même temps créer les conditions de l'épanouissement d'un secteur privé qui doit être le moteur maintenant du développement économique, qui est le moteur de la croissance, qui emploie et qui génère des ressources fiscales pour l'État. Quand on dit que le conseil fiscal mobilise à la fois les recettes fiscales, oui, et en même temps s'occupe de la fiscalité des entreprises pour rassurer ces entreprises quant au bien fondé du prélèvement de l'impôt. En apportant son expertise, le conseil fiscal permet aux sociétés de respecter la réglementation fiscale, de déclarer correctement leurs revenus et de payer l'impôt dû sans risque de redressement. Le conseil fiscal aide les entreprises à comprendre le sens de ces textes fiscaux d'abord pour une bonne application de ces textes. Par là, le conseil fiscal participe à la mobilisation. Au-delà donc de l'accompagnement pédagogique, le conseil fiscal aide les entreprises, persuade les entreprises à se conformer à cette législation, en attirant l'attention des entreprises ou du contribuable sur le risque qu'il y a à ne pas se conformer à la législation fiscale. Parce que quand vous ne vous conformez pas, il y a des sanctions, et des sanctions pécuniaires, des pénalités, des amendes, et souvent de montants assez élevés qui peuvent même compromettre la continuité de l'exploitation. Pour les entreprises, le recours au conseil fiscal n'est pas seulement une obligation réglementaire, c'est également un investissement stratégique. L'entreprise gagne en visibilité et en prévisibilité tout en respectant ses obligations légales. Nous aidons les entreprises à optimiser leur gestion fiscale, à optimiser la charge fiscale que l'impôt constitue pour l'entreprise par des choix tactiques, stratégiques et par aussi la sécurité des opérations. Cette bonne gestion fiscale, que nous appelons optimisation de la gestion fiscale, n'a rien à voir avec la fraude fiscale, encore moins avec l'évasion fiscale. Parce qu'il s'agit là d'options, de choix entre des options que la législation prévoit. La mission du conseil fiscal est complexe et exige rigueur et déontologie. Pour réussir, il doit entretenir des relations étroites avec l'administration fiscale, collaborer avec les entreprises et dialoguer avec les autres professions libérales. Il y a un serment que le conseil fiscal prend au moment de son installation. Il doit avoir présent à l'esprit ce serment à tout moment. Il doit relever ce défi de faire le point d'équilibre entre les intérêts de l'État, donc préserver les recettes fiscales de l'État, et en même temps apporter une valeur ajoutée aux entreprises en diminuant ou en tout cas en faisant payer l'entreprise le juste montant d'impôt qu'il doit payer. Le conseil fiscal n'est ni un simple technicien de la défiscalisation, ni un facilitateur de fraude. Il est acteur clé de la mobilisation des recettes publiques et un partenaire stratégique des entreprises. Sa mission, encadrée par la loi, participe à la stabilité financière de l'État tout en assurant la sécurité juridique des contribuables. C'était la chronique judiciaire et elle portait la signature de Garibou Pérou, chronique qui met d'ailleurs un terme à cette édition, la deuxième de Mali Actualité, qui vous a été servie par Bintou Traoré à la mise en onde, à la mise en ligne Badi Touré et Ramata Dolo. Retrouvez juste après nous Adama Koulibaly pour la lecture des avis et communiqués. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30 avec Cheikh Oumar Sangaré. À ses micros, deux voix, celle de Fatou Diaby. Et de Brahma Traoré, toujours avec le même plaisir. Je vous retrouve demain 13h, s'il plaît à Dieu. D'ici là, prenez soin de vous, car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous.